Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Une femme sur 10 souffre aujourd'hui d'endométriose, une femme sur 10 en âge de procréer, une maladie gynécologique souvent invalidante, encore mal connue, d'où des retards fréquents de diagnostic. Alors comment soulager au mieux ces femmes et leur épargner des années d'errance thérapeutique? On en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Alors non, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles, contrairement à certaines fausses croyances. Ces douleurs menstruelles peuvent masquer une endométriose qui, rappelons-le, est la première cause d'infertilité. Alors quelles sont les causes de cette maladie? Pourquoi est-elle encore si mal diagnostiquée? Et quels sont les traitements qui existent actuellement? On fait le point avec nos experts du jour. Mathias Savignac, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la MGEN, qui est très impliquée dans la prise en charge de l'endométriose. Merci d'être avec nous. Éric Petit, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes radiologue, expert en endométriose. Vous êtes fondateur du centre d'endométriose à l'hôpital Saint-Joseph et vous êtes également président de Resendo. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est une maladie dont on commence à parler, heureusement, de plus en plus. Il y a eu beaucoup de campagnes de communication portées par des personnalités médiatiques comme Julie Gaillet ou encore la chanteuse Imani et plein d'autres encore. Alors aujourd'hui, que savent réellement les Français et les Françaises de cette maladie? C'est un sujet de Damien Desmier. On est moins écoutés que les hommes au niveau de la santé, rien que par rapport, et aussi très mal informés, rien que par rapport aux règles et aux problèmes par rapport aux rapports sexuels et aux IST et tout. Il y a des inégalités de toute manière entre chaque individu au niveau de la santé. Dans le domaine de la santé, j'espère pas trop. Et non, je pense pas dans le domaine de la santé. Dans d'autres domaines, sûrement, mais pas dans la santé. C'est évident pour moi, mais après, je me renseigne sur ça. Enfin, c'est des sujets qui me parlent, donc oui. C'est important que tout le monde le sache. Les femmes, elles ne sont pas forcément prises au sérieux. Je pense notamment à l'endométriose et toutes les maladies liées aux règles, etc., où on est rarement écouté, même au niveau des kystes, etc. Donc il y a encore beaucoup d'avancées à faire dans la santé. Les maladies qui sont liées à la menstruation, comme, comment ça s'appelle L'endométriose. Est-ce que ce sont des douleurs au moment des règles ou non, c'est pas... J'ai déjà entendu parler, mais je pourrais pas dire ce que c'est, malheureusement. C'est quoi? C'est de la muqueuse utérine qui est située à d'autres endroits que l'utérus. Je crois que c'est un diagnostic sanguin, enfin, c'est des analyses de sang ou quelque chose comme ça, non? J'imagine qu'il y a déjà les échographies et tout. Je sais qu'il y a le ventre qui gonfle, que ça fait très 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 mal. Mais à part ça, je sais pas trop. En vrai, comme je vous ai dit, on est très mal informés par rapport à ça, du coup, j'en sais pas plus. Moi, je suis surprise parce que les hommes ont l'air de connaître quand même. Oui, ce que c'est que l'endométriose. Donc, les campagnes de communication commencent à porter leurs fruits. Il y a quand même un des témoignages d'une des jeunes femmes qui nous dit voilà, les femmes ne sont pas prises au sérieux, sont rarement écoutées. Il y a du travail à faire dans ce domaine-là, surtout dans le domaine de l'endométriose. Alors, c'est une maladie qui est sortie de l'ombre très récemment. Et pourtant, des femmes qui souffrent d'endométriose, c'est-à-dire de fortes douleurs pendant les règles, on y reviendra plus tard. Ça ne date pas d'hier. Les symptômes de la maladie sont connus depuis l'Antiquité, mais celle-ci a été décrite pour la première fois en 1860 par un médecin autrichien. Donc c'est très récent, ce qui peut expliquer, Mathias Savignac, pourquoi cette maladie reste si compliquée à diagnostiquer aujourd'hui, finalement. L'endométriose, comme beaucoup de maladies des femmes, sont restées longtemps dans une forme d'ignorance. La santé des femmes, d'ailleurs, en tant que telle, n'existe que depuis, n'est prise en compte réellement que très récemment. D'ailleurs, les souffrances et les douleurs féminines ont souvent été banalisées, normalisées et souvent renvoyées d'ailleurs à leurs conditions de femmes. C'est-à-dire que, s'agissant des douleurs menstruelles par exemple, on renvoyait souvent à l'idée d'hystérie. D'ailleurs, le mot hystéron, qui signifie utérus, renvoie à cette fonction reproductive chez la femme. Et donc, dans cet imaginaire collectif et qui s'est inscrit dans l'histoire, les douleurs féminines sont associées finalement comme à quelque chose de normal
qu'il faut subir ou alors associées à un état psychologique qui entraîne des douleurs et pour lesquelles elles doivent se gérer. Et à travers toute cette histoire de non prise en compte de la santé des femmes, finalement, l'endométriose est un symptôme fort de ce sujet d'invisibilisation des maux des femmes, qui amène beaucoup de femmes d'ailleurs, dans le cadre de leur maladie, l'endométriose, à une forme d'isolement et de détresse de prise en charge. Merci, en fait, c'est très juste ce que vous dites, que cette maladie est symptomatique d'une forme de sexisme médical. Et on peut faire le parallèle avec les maladies cardiovasculaires. Hein. Les femmes sont moins bien prises en charge dans ce domaine-là. Mais elle est aussi, je pense, révélatrice d'inégalités liées au genre. Mathias Savignac. Hein. Alors, il y a bien évidemment des inégalités liées au genre qui prennent leur source dans des différences liées au sexe. Bien souvent, on confond les deux. Entre hommes et femmes, il y a des différences qui sont liées au sexe. La difficulté, c'est quand ces différences deviennent des inégalités liées au genre. Vous évoquiez la question des maladies cardiovasculaires. Un homme va se plaindre de douleurs dans le bras ou dans la poitrine, on va lui faire des examens. Une femme, on lui demande de se reposer. Et donc, c'est quelque chose qui s'inscrit finalement dès le plus jeune âge dans l'éducation de chacune et de chacun. De la même manière, un nouveau-né garçon qui pleure, on s'inquiète de savoir ce qu'il a. Et on trouve tout à fait normal une jeune fille nouveau-née pleure en disant mais c'est normal, c'est une fille. Et donc, c'est une pleureuse. Exactement. Mais ça veut dire que ces stigmatisations, ce regard sur la santé des femmes prend les racines très tôt dans des formes de stéréotypes contre lesquels il faut absolument lutter dès lors qu'on s'intéresse à la santé des femmes au sens large. Alors en février dernier, les députés espagnols ont définitivement adopté une loi instaurant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses, liées notamment à l'endométriose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça pourrait arriver en France un jour ? Le débat se posera sûrement. Moi, j'ai suivi avec attention les raisons pour lesquelles cette loi est passée. Et je vous avoue, en toute sincérité, que je suis très mal à l'aise avec l'idée de congé s'agissant d'une maladie. D'ailleurs, ça ne contribue pas à faire reconnaître l'endométriose comme une véritable maladie. Un congé, on est plutôt dans une image de confort. Et moi, je plaide pour que l'endométriose soit reconnue comme maladie, qu'elle ouvre droit à arrêt de travail comme n'importe quelle maladie. Mais sinon, on tombe dans une forme de banalisation et de stigmatisation des femmes au regard, justement, des souffrances qu'elles doivent endurer. Et après, de la même manière, il ne s'agit pas non plus que ces arrêts de travail deviennent dans l'entreprise une forme de stigmatisation par rapport au travail, à l'employabilité, une autre forme de stigmatisation. Donc, je n'ai pas de réponse sur ce qu'il conviendrait de faire, mais je vous avoue que ces dispositifs réglementaires qui ont été pris m'interrogent sur ce que ça traduit de la place des femmes et de leur Et d'employer ce terme de congé. Docteur Petit, vous êtes... Tout à fait, c'est un danger d'ailleurs, parce que ça contribue à la mettre de côté, la maladie, à ne pas régler le problème de fond, qui est de la reconnaître, de l'entendre, de la dépister le plus tôt possible, de la soigner. Parce qu'on peut soigner. Justement. Ça ne se soigne pas à coup d'arrêt L'idée de dans travail. cette émission, c'est aussi d'apporter des solutions très concrètes. Le but, c'est d'éviter les arrêts de travail le plus possible. Et d'apporter de l'espoir à toutes les femmes qui nous regardent en ce moment et qui souffrent d'endométriose. Voilà. Parce que finalement, pour ces femmes, c'est un peu la double peine. En plus d'avoir mal, elles subissent le manque de connaissances autour de cette pathologie. Il en résulte des retards de diagnostic estimés entre 7 et 10 ans en moyenne. C'est 10 ans même. C'est 10 ans. On vient de terminer une étude publiée donc, au Congrès mondial cette année à Édimbourg de l'endométriose. Le fait que le retard diagnostique n'est pas de 7 ans, mais de 10 ans. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on revienne en quelques mots sur la physiopathologie de cette maladie. L'endométriose, c'est quoi exactement ? On l'a vu dans le micro-trottoir, on a quelques notions de cellules qui migrent hors de l'utérus. C'est des cellules semblables à l'endomètre. La définition stricto sensu, elle est précise et rigoureuse. En dehors de la cavité utérine. Ce n'est pas seulement en dehors de l'utérus, en fait. C'est au-delà de la cavité utérine où se situent ces fameuses cellules de l'endomètre. Mais on peut avoir de l'endométriose qui est vraiment localisée au niveau de l'utérus. Et là, on parle d'adénomiose, oui. C'est ça ? C'est le terme officiel. Ouais. Moi, je trouve un peu contestable parce qu'en fait, c'est l'adénomiose, si vous voulez, pour faire très court, c'est quand même l'évolution normale, naturelle, de 30 ans de contraction utérine après 40 ans chez une femme qui a eu plusieurs grossesses, c'est l'évolution normale de l'utérus. La migration des cellules au travers de petites brèches par contraction itérative dans le muscle utérin. Quand ça commence à 15 ans avec des règles douloureuses, très abondantes, on verra les signes peut-être tout à l'heure, eh bien, il y a déjà une migration des cellules dans le muscle utérin. C'est ce qu'on appelle l'endométriose utérine, qui me semblerait être le terme le plus adapté, mais officiellement, on appelle ça adénomiose. Et après, il y a aussi en parallèle un reflux des règles par les trompes.
C'est un des mécanismes principaux qui est encore tout à fait valide, décrit en 1927 par un chirurgien américain. Et cette hypothèse physiopathologique principale explique le reflux donc, des cellules de l'équivalent de l'endomètre ailleurs. Dans le péritoine. Ils vont coloniser sur le péritoine. D'où des douleurs digestives au niveau de la vessie, au niveau du rectum. Mécanismes. Ouais. C'est une possibilité d'envahissement de plein d'organes, de plein de structures anatomiques diverses et variées au sein du pelvis. Mais il y a aussi un retentissement très important par le biais de l'irritation des nerfs pelviens. Et donc, il y a des phénomènes dits d'hypersensibilisation à la douleur, avec un abaissement du seuil de la douleur, une augmentation de l'intensité de la douleur et petit à petit une sorte d'habitus qui travaille en boucle avec l'aire centrale de la douleur dans le cerveau. Donc les douleurs sont très variées, très multiples et les patientes se présentent avec des symptômes très divers. Y compris d'ailleurs dans la sphère digestive, la sphère urinaire, ça peut aller très très loin. Donc c'est une maladie qui n'est pas seulement une maladie pelvienne, mais une maladie de l'ensemble de l'organisme. Il y a des patients qui souffrent également de douleurs articulaires, par exemple. D'accord. Donc d'où le diagnostic très difficile à faire, parce que c'est pas des signes parce qu'il faut réunir tout cela. Et chaque patiente va voir, en fonction de ses symptômes, soit un gastro-entérologue, un gynécologue évidemment, mais ça peut être aussi un urologue, ça peut être un rhumatologue, tout est possible. Mais en tout cas, des règles douloureuses quand même. Quand ces douleurs reviennent particulièrement au moment des règles et qu'elles sont abondantes, c'est deux signes qui doivent nous mettre sur la voie d'une endométriose. Oui, mais comme le disait M. Savignac tout à l'heure, ça n'est pas écouté. La douleur de règles est constitutive de la patiente, de la femme. Ça fait 4000 ans qu'on explique aux femmes que c'est normal qu'elles aient mal. Donc, on a enfermé la femme dans la douleur normale. C'est ça le drame. Ah ouais. Quels sont les facteurs qui peuvent aggraver justement l'endométriose, en tout cas les douleurs? Alors, tous les facteurs externes agressifs au sens large du terme. Voilà. Ça peut être même des révélateurs. Comme par exemple un deuil affectif majeur. Donc tout ce qui va être un choc émotionnel, un stress émotionnel. Y compris d'ailleurs les agressions sexuelles, par exemple, sont des facteurs. C'est pas la cause, bien entendu, ça ne déclenche pas l'endométriose est sous-jacente, mais il y en a qui se révèlent tout d'un coup à cause d'un événement traumatique, quel qu'il soit, psychique ou physique, au sens large d'une agression. Et à ce moment-là, il y a des patientes qui deviennent symptomatiques. J'en ai vu une encore récemment à mon cabinet qui était totalement asymptomatique jusqu'à 47 ans. Il y a eu une vie très compliquée. En quelques mois, sa vie s'est transformée sur tous les plans de sa vie professionnelle, psycho-affective. Et tout d'un coup, les symptômes sont apparus qu'elle n'avait absolument pas. D'accord, donc des facteurs psychologiques à prendre en compte. Majeurs. Et quand je l'ai examinée, je lui ai trouvé une endométriose sévérissime. Mais elle est passée au travers pendant 30 ans, alors qu'elle n'avait pas de symptômes ni rien. Elle était enceinte 3 fois. Donc, si vous voulez, est-ce qu'il y a plus de femmes aujourd'hui qui auraient de l'endométriose qu'il y a encore quelques années ou pas? On parle beaucoup du rôle des perturbateurs endocriniens. Probablement, parce ça a que été c'est une reconnu. maladie qui a été aussi boostée par l'environnement et les fameux perturbateurs endocriniens. Donc, on retrouve un peu partout, dans l'alimentation, dans les plastiques. Et c'est bien pour ça qu'on considère qu'il y a une sorte c'est une pandémie, c'est une explosion de ces femmes qui se révèlent être symptomatiques et qui n'étaient pas prises en compte, qui consultent plus aussi évidemment. Donc il y a plusieurs facteurs qui font qu'on en voit de plus en plus souvent parce qu'elles sont alertées par justement les émissions comme celle d'aujourd'hui qui ont pour but de sensibiliser l'ensemble du public et par contre-coup aussi de stimuler le corps professionnel, médical et autres, paramédical également, pour être à l'écoute de ces patientes. Voilà, et informer, c'est justement ce que vous faites avec la MGEN. Et justement... À ce propos, vous évoquez les symptômes, les conséquences. On a des statistiques qui disent que chez une femme, l'endométriose est générateur de 34 jours d'arrêt par an, que ça représente 11 heures par semaine de perte de productivité. Mais ça, ce ne sont que des statistiques. Et il ne faudrait pas que les statistiques masquent des réalités sur des pertes de chance dans son travail. Ouais, bien sûr. Pour des jeunes filles, des pertes de chance à l'école, parce que rater des jours d'école, c'est non pris en compte, non reconnu, non accompagné, que ce sont des douleurs au quotidien, que ce sont des rapports sexuels douloureux et que ça touche à l'intime, à toutes ces difficultés-là, que des statistiques masquent complètement. Et c'est aussi vers ces aspects de la vie concrète des femmes au quotidien qu'il faut aussi porter attention. Évaluer, Bien entendu. Parce que d'après une étude de la MGEN, 70% des femmes touchées par l'endométriose parlent de douleurs chroniques souvent invalidantes. Donc on imagine bien l'impact sur la qualité de vie. Absolument. L'impact, on n'en parle pas aussi, c'est un sujet tabou. L'impact de la maladie sur la sexualité, c'est un sujet peu
peu évoqué. Et là, rappelons aussi qu'avoir mal pendant des rapports sexuels, ce n'est pas normal, contrairement à ce que pourraient penser beaucoup de femmes, docteur Petit. Et certaines femmes ont intégré le fait que les rapports sexuels pouvaient être douloureux, ça faisait partie de la normalité. Il faut leur reposer la question, et quand on les examine, on réveille une sorte de douleur et leur demande, mais finalement les rapports, ah oui, mais évidemment, on change de position, ainsi de suite. Mais il y en a les règles douloureuses, l'accouchement douloureux, toute la vie génitale de la femme est ça ne devrait pas être douloureux quand donc tout se passe bien. Elles ont intégré elles-mêmes, la plus souvent, cet état de fait. Et surtout, on n'en a pas parlé, mais l'endométriose est une cause très fréquente d'infertilité. 30 à 40% des femmes atteintes d'endométriose souffrent d'infertilité. Et c'est souvent au détour d'un bilan d'infertilité qu'on va découvrir également l'endométriose. Comment on explique, par quel mécanisme, cette infertilité? Il y en a plusieurs. Comme toujours, c'est multifactoriel. C'est une maladie qui est multifactorielle dans sa cause et les mécanismes de l'infertilité. C'est l'inflammation générale. C'est le frein à la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte parce que c'est une maladie qui crée des adhérences. Ça perturbe la mobilité et la souplesse donc, de vie des organes qui normalement sont libres et souples et mobiles. Or là, il y a une sorte de rigidité, d'adhérence entre les organes qui perturbe la circulation. L'inflammation, on l'a dit, ça perturbe aussi parfois le capital des ovariens en follicules, qui est quand même très important à prendre en compte. Et puis aussi l'implantation dans le muscle utérin. Oui. La fameuse adénomiose, que je préfère. De l'embryon au niveau de la paroi utérine, bien sûr. Pour un défaut d'implantation et des fausses couches à répétition, par exemple. Donc, vous voyez, il y a tous ces mécanismes souvent mêlés. Alors, on l'a dit, le diagnostic n'est pas facile à faire. Attention, donc, chez les toutes jeunes filles qui se plaignent de douleurs pendant les règles, ça, je pense que c'est vraiment un message important à faire passer. Plutôt que de les mettre tout de suite sous pilule où on masque le problème. Et après, l'endométriose peut encore plus s'aggraver le jour où on arrête. Mais au niveau technologique, vous qui êtes radiologue, quels sont les moyens dont on dispose pour diagnostiquer Alors, c'est simple. C'est évidemment maintenant, il faut le dire et le répéter à nouveau, l'imagerie médicale qui permet de formaliser le diagnostic qui est déjà largement, voire affirmable, sur un questionnaire dédié en tenant compte des symptômes et en ne les évacuant pas en disant que c'est normal, que c'est dans la tête de la patiente. On sait déjà, en fait, sur un interrogatoire bien mené, qu'il y en a. Après, on fait la cartographie de la maladie précise, parce que là, c'est très variable d'une patiente à l'autre. Bien sûr. Il y a autant quasiment d'endométriose que de femmes. Et donc, il faut faire une cartographie avec des outils d'imagerie évidemment adaptés. Donc, le premier, celui qui était encore référencé au Congrès mondial cette année, comme étant l'examen de référence absolue, c'est l'échographie pelvienne endovaginale. D'accord. Sauf qu'il faut être un radiologue hyper expert là-dedans, connaissant à la fois la technique et la maladie, et nous sommes encore trop peu nombreux. À savoir vraiment diagnostiquer juste à partir de l'écho. À condition que la femme ne soit pas vierge, évidemment. On ne peut pas le faire à 12 ans. Bien sûr. Bon. Bien sûr. L'alternative qui fonctionne également, c'est l'IRM pelvienne. Voilà. D'ailleurs, la plupart des radiologues font des IRM parce qu'ils ne savent pas faire l'échographie pelvienne endovaginale. Mais juste avec l'écho, si vous êtes un expert, parce vous qu'on voit pouvez des repérer choses millimétriques, on examine la patiente en même temps, donc on sensibilise la technique, on sait où ça fait mal. Donc, on a une vision bien plus objective et exhaustive de la maladie. Donc, il faudrait beaucoup plus d'experts comme vous aujourd'hui. Là, on est trop peu nombreux. Et je vais rajouter une petite chose, parce qu'il y a des avancées quand même dans la recherche. Nous avons maintenant aussi la possibilité, à condition qu'elle soit validée prochainement par l'HAS et que ça puisse être commercialisé, le fameux endotest salivaire. Et donc, à partir de la salive, oui, on en entend parler, mais on ne le voit toujours pas, ce test. Non, parce qu'il n'est pas... vous savez, il faut être rigoureux. Les chiffres statistiques qui permettent de valider cette technique sont énormes, puisque c'est au-delà de 95%. Donc, ça va être d'ici quelques années, quelques mois on peut espérer même avant ça, largement. Quelques mois, donc. Peut-être. Ouais. Bon, donc, avant qu'on parle de la prise en charge de l'endométriose, j'aimerais que nous écoutions le témoignage de Marie-Rose Gallès. Elle est l'auteure de plusieurs livres sur l'endométriose, dont ce que les autres pays ont à nous apprendre. Autant vous dire qu'elle a fait beaucoup de recherches sur le sujet, avec à la clé des découvertes qui pourraient nous surprendre. C'est un sujet de Lucille Ménin et Maxime Ray. Regardez. Je suis Marie-Rose Gallès et je suis patiente militante en endométriose. L'endométriose, ça va impacter tous les pans de la vie. Votre vie sociale parce que vous allez annuler à la dernière minute le cinéma avec les copines. Ça va impacter votre travail, soit parce que vous faites des allers-retours aux toilettes, soit parce que vous avez beaucoup d'arrêts maladie, soit parce que vous êtes assommé par les antidouleurs. Quand moi, la maladie a vraiment pris des proportions ingérables, je me suis retrouvée alitée pendant plusieurs mois.
Donc je me suis mise à lire tout ce que je pouvais sur l'endométriose et j'ai découvert qu'en fait à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Australie, on savait beaucoup plus que ce qu'on nous disait en France. Les 2 points essentiels que j'ai découverts, c'est la définition de l'endométriose qui n'est pas scientifiquement juste. En France, on utilise une vieille définition du 19e siècle qui est que l'endométriose, c'est de l'endomètre en dehors de l'utérus. Le deuxième point, c'est aussi que aux États-Unis, en Australie, on va plus facilement opérer, mais parce qu'on sait opérer l'endométriose. Vous pouvez avoir des lésions qui ressemblent à des perles de rosée, d'autres à des traînées de poudre, ça peut faire à peine 1 millimètre et vous pourrez la vie quand même. C'est très compliqué d'opérer l'endométriose. EndoGalaxy, c'est un programme de recherche fondamentale, parce que comme on s'y est pas intéressé, il n'y a quasiment pas de recherche. L'objectif quand même à terme d'EndoGalaxy, c'est vraiment de trouver un traitement curatif. Donc pour ça, on a une équipe de scientifiques et c'est badass, chacun spécialisé, parce que l'endométriose, finalement, ça va impacter tout le corps. Donc on a à chaque fois un spécialiste pour chaque symptôme qui concerne la maladie. Bon, trouver un traitement curatif, c'est-à-dire que la chirurgie, c'est pas curatif, on est bien d'accord. Il n'y a aucun traitement curatif pour l'instant, hein. Des traitements suspensifs, c'est-à-dire qu'on arrête la progression de la maladie. Mais elle peut revenir, c'est ça le problème avec la chirurgie. Bien sûr, alors la chirurgie, c'est encore ça s'adresse, même si le taux opératoire dans des centres de référence comme le nôtre, qui progresse dans la pratique, est de moins en moins usité. C'est-à-dire qu'on est passé de 40 à moins de 20% des patients. D'ailleurs, Marie-Rose dit qu'on opère beaucoup moins en France que dans les autres pays. Ce n'est pas un manque d'expertise ou d'expérience. C'est juste qu'on essaye d'opérer moins. On fait avancer parce que, d'abord, on diagnostique plus tôt. On espère quand même pouvoir arriver à un taux à un moment suffisamment tôt pour que la patiente soit obligée d'être opérée. Il y a encore des formes très graves qui arrivent à 35-40 ans qu'on est obligé d'opérer parce que la masse inflammatoire globale et qu'il y a des menaces d'organes. Il y en a encore qui sont obligés d'être opérés. Il ne faut pas négliger totalement cette option. Mais l'objectif, c'est de diminuer le taux opératoire pour diagnostiquer le plus tôt possible et de traiter de façon intégrative. En dehors de la chirurgie, les alternatives médicamenteuses, ça va être la pilule ou le stérilet progestatif qui vont effectivement couper les règles. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer? Vous parliez tout à l'heure de médecine intégrative. Oui, il faut utiliser tous les moyens, également paramédicaux, qui permettent de soulager la douleur. Parce que c'est pas le problème, c'est la douleur. Et la douleur, ça se traite de façon variée, pas seulement médicamenteuse. Par exemple, la pilule, ça ne soigne pas la douleur. Ça se traite juste les règles douloureuses, ça les supprime. Et ça évite que la maladie progresse, donc c'est quand même assez fondamental. En sachant qu'il y a quand même les effets secondaires des pilules, donc il y a des patients qui ne les supportent pas, donc ils les arrêtent. Donc, bon. Mais il y a toute la prise en charge de la douleur qui est beaucoup plus complexe que ça. Donc il y a évidemment 36 000 techniques qui visent par exemple, à divertir le centre, l'intégration du stimulus douloureux dans le cerveau, l'aire centrale de la douleur. Ça peut être l'hypnose, par exemple. La sophrologie. La psychothérapie fait partie de la prise en charge de l'endométriose. Et l'alimentation aussi. L'alimentation est fondamentale parce que tous les troubles digestifs, on ne le répétera jamais assez, le fameux syndrome du côlon irritable, c'est un marqueur clinique majeur de l'endométriose qui est le seul constant. Donc il y a des patients qui viennent me consulter uniquement parfois pour cela. Sans règles douloureuses, sans rapport douloureux. Et la prise en charge de ça, c'est l'amélioration de l'alimentation. C'est un régime précis, anti-inflammatoire, personnalisé en fonction de chaque patiente. Avec pauvre en sucre, des graisses insaturées, riches en oméga 3. Il faut être coaché par des nutritionnistes. Bien sûr, il faut aller voir c'est pas si simple. Il faut aller voir des coachs spécialisés dans ce domaine. Entre autres événements, entre autres éléments thérapeutiques, il y a cela. La pratique d'exercice physique régulier est fondamentale à recommander aussi. D'accord. Ouais. Alors, pour pallier cette errance post-diagnostique, la MGEN s'est associée à une application, LIV, LYV, qui a été créée par 2 femmes qui connaissent bien la maladie pour en être elles-mêmes victimes, Hélène Lantier et Chloé Bonnet. Une application qui a pour ambition, justement, d'aider les femmes à reprendre le pouvoir sur l'endométriose. Pourquoi avoir choisi cette application en particulier, Mathias Savignac? Parce que ça fait 50 ans que la MGEN s'intéresse à la santé des femmes et que sur ce sujet-là spécifiquement, l'application permet de prendre en compte ce que vous évoquiez, sur tous les facteurs qui permettent de soulager et d'accompagner les femmes dans la gestion de leur maladie, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil. Et l'application permet à la fois d'informer, de donner des conseils et donc de soulager le plus possible les symptômes douloureux chez les femmes. Et en même temps, ça fournit beaucoup de données qui permettent aussi d'alimenter la recherche, parce que l'objectif, vous l'avez dit, c'est pas simplement de soulager, c'est de guérir, et donc il faut arriver à trouver les modalités d'accompagner la recherche dans la résolution de cette maladie. À titre d'exemple, aujourd'hui, ce sont, à travers ce dispositif, 1000 femmes adhérentes MGEN
qui, pendant 90 jours, expérimentent l'application. Les résultats sont probants. 69% d'entre elles ont constaté une baisse de leur douleur. 54% estiment qu'elles sont mieux informées et mieux accompagnées. Et c'est ce qui nous a amené d'ailleurs très récemment à ouvrir les droits d'utilisation de l'application à l'ensemble des salariés et des militantes de l'AM Jeunes, parce qu'on se dit que c'est un véritable plus dans la prise en charge de la douleur, sachant que vous l'aviez dit, une femme sur 10, plus probablement 2 femmes sur 10, c'est considérable et ça nécessite qu'on puisse mettre à disposition les outils qui permettent de soulager et de mieux comprendre la maladie. Voilà, donc un outil supplémentaire pour aider les femmes à reprendre le pouvoir. Un grand, grand merci à tous les deux, c'était passionnant, on a appris beaucoup de choses. Donc les points clés à retenir, voilà, si vos règles sont douloureuses au point de vous empêcher de bouger ou d'aller travailler, ce n'est pas normal, il faut aller consulter sans attendre. Si votre médecin gynécologue vous dit que ces douleurs ne sont pas bien graves, eh bien changez de praticien, là encore, sans attendre. Je rappelle que les femmes souffrant d'endométriose attendent souvent 10 ans avant que le diagnostic soit posé. Si vous avez du mal à tomber enceinte ou si vous souffrez, on en parlait tout à l'heure, de côlon irritable, il faut rechercher une éventuelle endométriose. Et après une ou plusieurs grossesses, les règles doivent être moins douloureuses. Si c'est l'inverse, là encore, il faut s'inquiéter et aller consulter. Et si vous ne trouvez pas de praticien à l'écoute, rapprochez-vous des associations qui luttent contre l'endométriose. Il y a EndoMind, Endo France, Info Endométriose et enfin Endo Action. Voilà, c'est grâce à leur travail acharné que l'on parle enfin de l'endométriose. Un grand, grand merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.